Madame la procureure, je vais donner tout de suite la parole à Boris Delacruz qui a quelques questions pour vous. Et puis, bien évidemment, nos sociétaires vont vous interpeller également. Boris, c'est à vous. Madame la procureure, bonsoir. Donc, nous recevons la patronne du parquet de Nîmes et je vais lui poser une question. Police. Ça surprend, mais c'est comme ça. La police judiciaire, en fait, depuis plusieurs mois, est en émoi parce qu'il y a un projet de réforme, en fait, qui est en cours. Et les magistrats instructeurs, notamment l'association des magistrats instructeurs, est montée au créneau pour dénoncer cette réforme qui mettrait à mal certaines enquêtes, les enquêtes les plus importantes, puisque la police judiciaire, je le rappelle, est saisie, notamment à Nîmes, de tous les règlements de compte ou les tentatives de règlement de compte. Quelle est votre vision éclairée de juriste et de procureur de la République sur ce projet de réforme? Alors c'est un projet important qui effectivement nécessite beaucoup d'informations et de réflexion de par les conséquences qu'il peut avoir. Je m'explique. Derrière ce projet de réforme, il y a un projet beaucoup plus vaste de réforme de la police et il ne m'appartient pas d'apprécier l'opportunité d'une réorganisation que les autorités du ministère de l'Intérieur estiment utile pour des raisons qu'ils ont largement expliquées. Parmi cette réforme, il y a un pan qui concerne effectivement la police judiciaire. Le procureur de la République, lorsqu'il mène l'action publique, dirige les enquêtes. Et quand il dirige les enquêtes, il décide le service qu'il va saisir. Ça peut être un commissariat de police, une sûreté départementale, ça peut être la police judiciaire, et il y a l'équivalent de cette gradation en gendarmerie. Saisir un service, ça veut dire envisager d'ores et déjà l'hypothèse d'avoir le service le plus adapté, parfois le plus compétent dans tel domaine, pour pouvoir arriver à mener à bien les enquêtes. Le projet de réforme dont il est fait état viserait à mettre sous la coupe du directeur départemental de la sécurité publique l'ensemble des services de police. Or, la force de l'indépendance de l'enquête et de la justice, c'est de pouvoir choisir, selon les objectifs, selon les personnes qui peuvent potentiellement être mises en cause, par exemple, entre tel ou tel service. Et il en va donc de l'indépendance des enquêtes qui sont menées. Donc cette préoccupation, elle est réelle sur cette volonté de ne pas attenter à la capacité d'élucidation des enquêtes généralement les plus importantes et les plus lourdes. Donc concrètement, en fait, cette réforme vous inquiète, vous aussi, si je comprends bien à travers les mots, d'autant que la police judiciaire aujourd'hui, l'antenne de police judiciaire de Nîmes, serait l'une des premières impactées, puisque toutes les antennes de police judiciaire, celle de Nîmes donc, disparaîtraient au profit d'une grande DDSP. Alors, il y a quand même des choses qui avancent dans le discours. Aujourd'hui, la disparition de l'antenne de police judiciaire de Nîmes n'est pas forcément d'actualité, parce que ça fait l'objet d'une discussion soutenue entre certaines organisations, entre ministères et le ministère de l'Intérieur. Et on n'en est pas au stade où, effectivement, tout est perdu. Mais effectivement, c'est un point de préoccupation, d'autant que je dois dire quand même que la police judiciaire à Nîmes est un service qui me semble largement sous-dimensionné par rapport aux besoins réels du terrain. On parle des différents sujets qui préoccupent bien évidemment la procureure de Nîmes et le parquet de Nîmes. Boris, on démarre peut-être avec les violences conjugales. Vous êtes ici, effectivement, depuis maintenant 6 mois, en poste à Nîmes. On s'aperçoit en fréquentant l'audience correctionnelle notamment, ou de la cour d'appel, qu'il y a de plus en plus d'affaires dites de violences conjugales, ou en tout cas de violences intrafamiliales. C'est dû à quoi? De plus en plus de poursuites, une volonté du parquet de Nîmes ou des parquets en général. On a l'impression, en fait, à toutes les audiences de comparution immédiate notamment, que les affaires de violence conjugale, en fait, occupent le devant de la scène. Alors la certitude, c'est que les affaires de violence conjugale sont traitées de façon particulièrement réactive et ferme. Et que assez rapidement, mais pas toutes, peuvent faire l'objet de comparution immédiate, c'est-à-dire un jugement dès la sortie de garde à vue. Il y a de très nombreuses autres procédures qui font l'objet d'une convocation en direct par le procureur au tribunal pour une date d'audience un peu plus lointaine, à un délai qui permettra pendant ce temps-là de voir un peu l'évolution de la situation. Oui, effectivement, il y a énormément d'affaires de violence conjugales, entre partenaires intimes, disons-nous, qui sont jugées par le tribunal. Il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas jugées, mais qui sont traitées en amont,
avec des stages spécifiques imposés de responsabilisation ou de sensibilisation aux violences conjugales. Il y a des voies qu'on appelle alternatives, donc tout ce qui concerne les violences intrafamiliales n'est pas devant le tribunal en audience publique. En revanche, c'est une part très importante du contentieux. Libération de la parole, changement des politiques, c'est ce débat récurrent. Hein. Voilà, on est un peu sur toutes ces origines. Corentin, vous vouliez intervenir? Oui, parce que du coup, est-ce qu'en tant que femme, par rapport à ces violences conjugales et du coup les violences faites aux femmes, est-ce que c'est un sujet qui peut-être vous tient particulièrement à cœur, ou vous parliez de fermeté, comment vous passez par rapport à ça en tant que madame la procureure? Je n'ai pas de combat personnel dans l'application de ces lois, et quand je parle de violences entre partenaires intimes, c'est que j'inclus aussi les violences dans les couples qui peuvent être homosexuels, hommes, femmes. J'ai aussi des dossiers dans lesquels ce sont les femmes qui ont violenté, voire tué leur conjoint. C'est vraiment la problématique du couple, en réalité, avec une incidence dramatique sur les enfants lorsqu'il y en a. Et là, on parle de violences intrafamiliales, effectivement. On parle à présent de les violences routières parce que le Gard est particulièrement meurtri sur cette année 2023 par des accidents mortels. C'est bien ça, hein, Boris? Est-ce que les Gardois savent conduire? On peut se poser la question, en fait. C'est vrai. Parce que vous avez des audiences qui sont presque quasiment dédiées aux problèmes de conduite. Conduite sous stupéfiants, conduite sous l'emprise de l'alcool. On a l'impression justement que cette délinquance-là explose, cette infraction-là explose. Comment appréhendez-vous? Est-ce que c'est une spécificité gardoise d'abord? Ça fait beaucoup de questions en une question. Oui, mais vous savez... On n'a pas tous les jours la chance de vous avoir avec nous. Mais je vais répondre à tout. On va vous laisser répondre. Je vais répondre à tout. Et hélas, je ne crois pas que ce soit une spécificité gardoise, parce que sinon il nous suffirait de solutionner le problème ici, et ça serait assez facile. La délinquance routière, c'est un fléau, et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Si on a autant de contrôles de personnes positives à l'alcool ou aux stupéfiants, c'est aussi parce qu'on fait beaucoup de contrôles. On trouve les infractions là où on va les chercher. On a des dispositifs particulièrement têtus de recherche de ces infractions, également parce que nous sommes sur un ressort où il y a énormément d'accidents mortels, d'accidents avec des blessures graves. Donc oui, c'est une préoccupation. La tendance aujourd'hui, c'est de se rendre compte que finalement, on est presque en train d'inverser entre l'alcool et les stupéfiants, ou quasiment systématiquement sur un contrôle avec une addiction, d'avoir de toute façon les stupéfiants. Et c'est préoccupant. Après, savoir si les Gardois savent conduire, en tout cas, ils savent conduire très vite et pas forcément en respectant toutes les règles de circulation. Mais en fréquentant l'audience correctionnelle, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'affaires où il n'y a pas où il n'y a plus de permis, où il n'y a plus d'immatriculation, où il n'y a plus de certificat de contrôle technique et d'assurance. Contrôle technique. Ça paraît assez incroyable, en fait. Le vécu à l'audience, en fait, paraît... de ces audiences-là est tout à fait improbable. Oui, alors en fait je pense que malheureusement ça aussi c'est national. C'est peut-être une chaîne de conséquences, de mesures qui ont été prises pour prononcer plus aisément des interdictions, des annulations de permis de conduire, avec peut-être des dispositifs derrière qui n'ont pas forcément engagé ou permis à toutes les personnes de repasser leur permis. Est-ce qu'il y a des questions financières? Oui pour certains. Est-ce qu'il y a des questions de volonté? Oui pour d'autres. Est-ce qu'il y a des questions de méconnaissance et d'accompagnement insuffisant? Peut-être. En tout cas, c'est certain que ces infractions-là sont des infractions de conséquences et qu'elles sont particulièrement nombreuses. Boris, je vous redonne la parole dans quelques instants. Nos sociétaires ont des questions pour notre invité. On va démarrer tout de suite avec Martine. Madame la procureure, vous avez, et Abdel était là, vous m'avez fait l'honneur de venir lors de mon colloque à Apesa. Vous veniez juste d'arriver à Nîmes. Ma question est la suivante. Vous arrivez d'une ville de caractère que je connais bien, Pau, où les gens ont du caractère. Venir à Nîmes, c'est un choix quand on est procureur, je le suppose. Est-ce que Nîmes est à la hauteur de sa réputation dans la délinquance? Dans la délinquance. Je remercie C'est bien de la précision. La précision était utile, Martine. Madame la procureure. Elle est certainement à la hauteur de sa réputation dans plein de domaines. En tout cas, en matière de délinquance, oui. Enfin, en tout cas, lorsque j'ai demandé à partir de Pau,
je ne savais pas que j'arriverais forcément à Nîmes. Vous savez qu'un magistrat fait des demandes et qu'il en aura une parmi celles qu'il a pu demander. Mais voilà, je suis ravie, c'était mon premier choix pour ne rien vous cacher, pour diverses raisons. J'ai travaillé 5 ans et demi dans une ville de caractère avec effectivement des Béarnais de caractère que j'ai beaucoup aimé, mais un ressort un peu moins ancré dans la délinquance. J'avais auparavant fait d'autres régions et j'étais un peu envieuse de retrouver ce côté lutte contre la criminalité organisée. Donc de ce point de vue-là, je vais vous répondre qu'a priori, elle doit être à peu près à la hauteur de ce que je vis depuis 6 mois. Merci. Adrien, votre question à notre invité. Oui, Madame la procureure, votre prédécesseur est parti de son poste en disant que le fil conducteur en fait, de ces années passées dans le Gard avait été la violence et il citait un principal coupable, à savoir la drogue. Ma question est donc simple, c'est comment lutter contre ce fléau qu'est la drogue, comment lutter contre les trafics et quelles sont les actions que vous comptez mener pour lutter? Alors, il y a de nombreux niveaux d'action. C'est un sujet dont je me suis emparée très très rapidement, puisque une de mes premières décisions au sein de mon propre parquet a été de créer un cabinet et un magistrat référent en matière de criminalité organisée, pour avoir une correspondance avec la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Marseille, qui traite effectivement beaucoup d'affaires en matière de stupéfiants et qui tente à venir s'imposer sur le territoire nîmois. On dit aujourd'hui, dans les différents endroits où on étudie un peu cette délinquance, que Nîmes deviendrait un peu l'antichambre de Marseille. Alors je crois qu'il y a plusieurs niveaux sur lesquels il faut agir, et la police et la gendarmerie s'y emploient véritablement. À Nîmes, la police évidemment. Le niveau le plus bas, c'est ces actions quotidiennes qui visent à déstabiliser les points de deal, qui visent à prononcer des amendes forfaitaires contre le consommateur du petit quotidien, s'il y en a. L'action intermédiaire, c'est de parvenir, en tirant ces fils-là, à démanteler des réseaux locaux. Et puis l'action du dessus, c'est là qu'on a besoin des services un peu plus spécialisés, c'est d'essayer de démanteler les vrais réseaux. Parce que c'est ça qui est intéressant en réalité. Donc en créant à la fois ces cabinets référents, mais en créant également un comité local opérationnel de lutte contre la délinquance organisée, j'ai cette volonté de fédérer absolument tous les renseignements, toutes les énergies, pour arriver à mener à bien un certain nombre de dossiers, dont certains sont d'ailleurs déjà allés juste devant le tribunal correctionnel, avec de belles sanctions, de grosses condamnations, qui sont quand même révélatrices de ce que lorsqu'on a les moyens, on peut arriver quand même à lutter contre ce fléau. Vous parlez beaucoup de Marseille. Est-ce que vous craignez l'arrivée de règlements de compte en masse, comme peut actuellement l'avoir à Marseille, comme on peut le voir actuellement à Marseille? Je crois qu'il faut tout craindre sans en faire un obstacle. On voit quand même qu'il y a du règlement de compte qui s'opère de façon assez régulière. Néanmoins, l'occupation des territoires par les forces de l'ordre ne permet pas probablement l'exécution effective de toutes ces opérations. Il faut craindre, parce que si on veut lutter contre, ça veut dire qu'il faut anticiper, et pour anticiper, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Maurice, vous avez la parole. Justement, dans un passé récent, il y a eu des démantèlements de points de deal à Nîmes, de gros points de deal qui ont été démantelés, notamment à Pissevin par l'ASD, justement. Mais comment se fait-il en fait que 2-3 heures après, ce même point de deal soit une nouvelle fois repris par des bandes rivales, des gens qui sont en accointance avec le réseau? On s'aperçoit en fait que la réponse pénale, en fait, on a l'impression qu'elle ne suffit pas. Ah, mais je crois que la réponse pénale est nécessaire, mais pas suffisante. Tout ça, c'est une structure organisée. Comme vous le dites, cette réappropriation quasi systématique en l'espace d'un rien de temps du territoire, c'est qu'elle est déjà anticipée de l'autre côté, voire souhaitée. Donc, effectivement, qu'il y a, au-delà de la réponse pénale, toute la politique de la ville que nous menons, et que mènent d'ailleurs aussi de façon autonome toutes les collectivités territoriales, qui relèvent de l'aménagement du territoire, de l'accompagnement éducatif, de l'accompagnement social. De la rénovation urbaine qui arrive aussi, qui va apporter des solutions, qui en fait probablement. partie. Et voilà, c'est ça. Quand je parle d'évaluation du territoire, c'est tout à fait ça. Et il est évoqué, effectivement, vous avez évoqué fort justement tout à l'heure, ce syndrome marseillais un petit peu, avec ces règlements de compte et ces tentatives de règlement de compte. Mais à Nîmes, depuis quelques années, on a l'impression qu'on y est, parce qu'il y a eu un nombre incalculable de tentatives de règlement de compte, beaucoup de règlements de compte. Comment, en fait,
la justice peut-elle intégrer ou essayer de calmer la situation? Parce qu'autour de ça, il y a aussi, me semble-t-il, des règlements de compte qui sont déroulés en pleine journée avec des enfants qui traversaient dans la rue. Donc il y a une préoccupation des gens. Comment pouvez-vous agir concrètement sur les gens qui ont peur dans les quartiers? Alors ça, c'est pas un travail que je mènerai toute seule. Moi, à mon niveau, effectivement, je le mène avec l'intervention dans tout ce qui relève de la prévention. Ça fait partie des attributions du procureur. Nous travaillons beaucoup avec Madame la préfète sur tout un tas de dispositifs qui ont vocation justement à susciter l'intégration plus que la désintégration, si vous pouvez me permettre un petit peu cette image. Pour ma part, j'y travaille avec les pouvoirs qui sont les miens, des contrôles réguliers d'identité, des enquêtes, des moyens techniques d'enquête que je m'abstiens en général de révéler à tout le monde parce que je souhaite les garder pour moi. Et j'ai toujours cet optimisme que de toute façon, on finit par gagner quand on est persévérant et que bien sûr, le phénomène est compliqué, mais que si tout le monde fait la même chose, chacun dans son ressort, on peut arriver véritablement à rendre ce qui m'importe avant tout, la tranquillité aux gens qui habitent dans ces endroits-là. On dit un mot d'une préoccupation aussi qui concerne le Gard, c'est la prostitution des mineurs. Vous vouliez en dire un mot, Boris? Effectivement, depuis quelque temps à Nîmes, on ne le voyait pas trop, il y a encore 4, 5 ou 6 ans, plusieurs affaires de prostitution de mineurs, de proxénétisme même, puisque c'est du proxénétisme de cité, sont apparues dans le Gard. J'allais dire des enfants, des jeunes femmes, en tout cas de 13, 14 ou 15 ans, qui étaient dans des réseaux où elles étaient obligées de se prostituer. Est-ce que c'est un phénomène que vous avez décidé d'appréhender plus particulièrement ? Alors tout à fait, là aussi encore en lien avec Madame la préfète, c'est une préoccupation, ça relève plus globalement de la protection de l'enfance. Avec cette difficulté qu'en réalité, on est passé depuis déjà plusieurs années, avec le système des réseaux sociaux, à une prostitution presque invisible derrière les murs. Et que la notion de domicile privé est toujours entravante en matière d'enquête, mais que pour autant, on sait que ça se déroule et ça fait partie vraiment des chantiers prioritaires en ce qui concerne la protection de l'enfance. Et des jeunes femmes qui ensuite sont en déshérence la plupart du temps, des jeunes victimes, et qu'on ne retrouve plus, qui ne déposent plus plainte. C'est quelque chose, un phénomène marquant quand même, ça. C'est d'autant plus marquant que c'est une destruction pour la vie. Donc effectivement, il faut arriver à récupérer ça bien avant. Corentin, vous aviez une question également pour Madame la procureure. Oui, il y a quelques semaines, on avait été sollicité, la presse locale, par un syndicat de police, Police Alliance, si je ne dis pas de bêtises, Boris, sous ton contrôle, qui se plaignait que quelques policiers avaient été agressés et d'avoir vu les agresseurs en liberté quelques jours après. Et avec ce message un peu fort, parce que vous parliez d'union en plus avec tous les différents acteurs, qui disaient le principal problème de la police, c'est la justice. Quand vous entendez ce genre de discours, qu'est-ce que vous répondez ? Il est vieux ce discours. Oui, il est vieux, mais il revient un peu sur le... Comment vous apprenez ça ? Je pense que c'est intéressant. Moi, je dis que le problème de la justice, c'est pas du tout la police. Et que nous avons de très très bonnes relations et qu'en tant que procureur, je suis très très soucieuse de la protection des forces de l'ordre et même plus globalement des personnes qui représentent l'autorité parce que aucun combat ne pourra être mené sans qu'on protège ceux qui sont censés justement aller sur le devant de la scène. Chaque violence, que ce soit sur les policiers, sur les gendarmes, sur les pompiers, sur les enseignants, bref, sur ce qu'on appelle les représentants de notre société, sont des faits qui pour moi sont inadmissibles. Inadmissible ne veut pas dire tout de suite tribunal et prison. Inadmissible veut dire premièrement enquête, rapidité, moyens mis pour faire en sorte d'identifier les auteurs et les traduire devant la justice dans les règles qui sont fixées par la loi. Ce pays ne pourra pas fonctionner si on ne respecte pas quelque chose d'assez basique qui s'appelle la Constitution et la séparation des pouvoirs. Et je crois qu'on a à Nîmes la chance d'avoir des magistrats du siège très, très, très sensibilisés à toute la délinquance, au droit pénal, avec des réponses pénales de caractère qui ne lésinent pas sur les sanctions quand les faits sont avérés. Pour autant, il y a des règles de base qui rappellent qu'on ne place pas en prison n'importe qui, n'importe comment, quand bien même les faits revêtent une certaine gravité. Et je rappelle qu'on juge à la fois des faits, mais commis par des hommes, et que certains hommes,
ont aussi parfois des particularités de personnalité qui peuvent conduire à prendre ces décisions-là. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas jugé. Le jour où ça sera jugé, parce que c'est très grave, alors ce sera très gravement soutenu. Mais je crois que c'est important parfois de savoir expliquer aussi des décisions de justice de cet ordre-là. Est-ce que dans le cadre de vos fonctions, de votre expérience en tant que procureur, est-ce que vous diriez que la société est plus violente aujourd'hui ? Je dirais plusieurs choses. Je dirais d'abord que je ne suis pas sociologue pour apporter cette conclusion. Je crois que, bien évidemment, que le ressenti de violence est plus important parce que l'information est en continu et qu'on ne vit plus qu'avec ces informations-là. Et je crois aussi qu'on est dans une société en difficulté, sans parler d'ailleurs des incidences de la période de confinement liée à la pandémie, où on a quand même des profils de personnalités fragiles qui versent plus facilement peut-être dans la transgression violente qu'il y a quelques années auparavant. Mais vous pensez, vous pensez pas quand même aujourd'hui que les adolescents n'ont plus peur de personne, ni des policiers, ni des instituteurs, ni de personne. Et en fait, non, pas tous, certains. Pas tous, Martine. Heureusement, pas tous, heureusement. Mais en fait, il n'y a plus cette peur de l'uniforme, il n'y a plus cette peur de la justice. On les voit arriver au tribunal correctionnel, ils n'ont plus peur aujourd'hui, les jeunes, enfin certains jeunes, j'entends, mais il y a vraiment une montée pernicieuse de cette violence des jeunes. Allez, on laisse la procureure nous répondre. Je crois que, effectivement, c'est important de pas forcément dire les jeunes. Les jeunes que je vois dans les tribunaux, oui, bien sûr, ceux-là, on peut en parler de leur rapport à l'autorité, mais la plupart des jeunes ne posent pas de difficultés. La société a changé, on le constate tous, et ça, c'est une réalité. Vous pourriez avoir ici des infirmiers, des médecins, des enseignants à ma place. Ils vous diraient que le rapport à l'autre et à l'autorité a changé, certainement. D'un autre côté, c'est leur société aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à s'adapter pour leur apporter les réponses qui vont permettre à la loi de rester une référence, parce que c'est une nécessité, mais il faut qu'on ait un discours qui puisse leur être aussi accessible. Alors oui, il y a de la violence, oui, il y a beaucoup de jeunesse en déshérence, oui, il y a des parcours de vie qui sont très chahutés, et probablement qu'avec une certaine organisation criminelle qui peut arriver de certains endroits, il y a des personnalités qui sont plus offensives qu'avant, et qui d'ailleurs ont peut-être une répercussion plus importante sur d'autres groupes de jeunes. Ça, c'est indéniable. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi être un peu prudent. Tout ce qui nous fait peur ne doit pas forcément être traité avec peur, hein, et c'est un peu la tendance de la société aujourd'hui. Boris, 2 dernières questions pour la procureure. Le tribunal judiciaire de Nîmes est compétent pour toutes les affaires liées aux mineurs dans le Gard. Hein. Chaque fois qu'un mineur commet une infraction, obligatoirement c'est géré par le parquet de Nîmes. Quelles sont en fait les infractions, les délits qui impactent le plus ce département? Quelles sont les choses qui reviennent le plus souvent? Ce sont des violences intrafamiliales, ce sont des violences liées aux stupes, ce sont des violences en général, pour revenir sur la violence au quotidien? Alors ce ne seront pas les violences intrafamiliales, parce que ça c'est le procureur d'Alès, s'agissant des... Nous on traitera le mineur qui a été violenté et qu'il faudra protéger. En matière de délinquance des mineurs, on va retrouver des choses assez connues, assez convenues. Il y a l'usage de stupéfiants, avec toute la problématique de ce qui n'est pas stupéfiant aujourd'hui, qui est le protoxyde d'azote, mais qui est quand même totalement destructeur. Il y a des problématiques de violence entre jeunes, parce que tant qu'on ne sait pas poser des mots, on est sur la violence physique. Et puis il y a un vrai sujet, moi, qui me tient énormément à cœur et qui me préoccupe, c'est le harcèlement scolaire. Voilà, c'est des mots qui font très mal d'un côté et qui n'ont pas forcément été ressentis exactement comme tels de l'autre. C'est les infractions qui se commettent à plusieurs, ce qui fait que, divisé par autant de personnes, personne ne se sent responsable, mais que la victime, elle est bien victime. Ça, c'est véritablement quelque chose qui monte et qui doit être vaincu. Et le harcèlement scolaire, justement, s'agissant d'affaires liées aux mineurs, les médias sont rarement invités à la table de la communication. Est-ce qu'il y en a beaucoup à Nîmes et comment vous les appréhendez? Alors, il y en a partout. Moi, je les ai appréhendés encore récemment par une note qu'on appelle des notes instructions à l'attention des officiers de police judiciaire, des forces de l'ordre, pour qu'il y ait la même réactivité et le même engagement qu'en matière de violence intrafamiliale.
avec une prise de plainte dans les conditions les plus protectrices possibles des victimes, une réactivité sur les comptes rendus, une coordination très rapide avec l'éducation nationale pour la mise à protection selon les situations, bien évidemment, du plaignant, de la victime, et puis des moyens d'enquête qui vont permettre très rapidement de réagir de façon pédagogique aussi, parce que ce sont souvent des faits commis par des mineurs sur des mineurs, à une période de vie où ils sont en plein changement, en pleine constitution de leur structure d'adulte, et où il y a encore des choses à leur apprendre, et encore de l'espoir quand même quelque part derrière. Un tout dernier mot peut-être sur les constructions illégales. C'est une des spécificités dans le département du Gard. Décidément, on les a toutes. Ces sentiments-là où il y a quelques spécificités, quelques aspérités chez nous. Là aussi, on a vu récemment que notamment la préfète du Gard avait rendu public l'intervention sur une construction illégale. Est-ce que ça fait partie dans cette coopération d'une volonté aussi sur ce territoire du Gard d'être vigilant sur des permis de construire illégaux? Alors elle l'a rendu public. Nous étions bien évidemment, ensemble sur le terrain. Là, pour le coup, c'est une particularité. Là, je vous la concède. En tout cas, de cette ampleur, en tout cas, c'est un vrai sujet, que les constructions illégales. Nous travaillons ensemble dans le cadre de ce comité opérationnel qui a pour objectif de faire le point sur les principaux sites, voire sur les principales décisions judiciaires qui ont pu être prises et les suites qui doivent pouvoir y être données. Et vous savez que c'est compliqué en matière d'urbanisme, il ne suffit pas d'être condamné pour que tout se résolve d'un coup. Il y a tout un tas de procédures derrière, mais les décisions n'ont de sens que si elles sont exécutées. Ça vaut pour le pénal comme pour dans ces matières-là. Nous avons ensemble donc ce comité local coprésidé donc avec la préfète, et puis il y a aussi sur Nîmes particulièrement ce qu'on appelle un GLTD, groupe local de traitement de la délinquance, qui permet de cibler aussi ces problématiques pour essayer de les prendre le plus en amont possible. C'est plus facile peut-être et probablement d'empêcher de construire que de faire détruire après. Merci, Madame la procureure, d'avoir été avec nous en direct ce soir et d'avoir répondu, je le crois, à toutes les questions qui se sont posées sur ce plateau.